Welkom terug voor het laatste deel van deze werkgelegenheidsconferentie, waarin we met de sociale partners gaan praten over harmonieuze loopbaaneinden. Dat is het thema dat gekozen is voor deze werkgelegenheidsconferentie. Maar we gaan dat natuurlijk doen tegen de achtergrond van andere uitdagingen die er vandaag ook zijn op de Belgische arbeidsmarkt. Nous aurons donc trois débats avec les partenaires sociaux. Il s'agira de trois débats de chaque fois 40 minutes entre chaque fois deux syndicats, deux organisations patronales. We gaan dus 2 uur in totaal debatteren. Ik ga dat proberen vol te houden. Hier, als je mij ziet eraf donderen, dan ben ik niet meer mee op een bepaald moment. We gaan meteen beginnen met het eerste debat. En daarvoor hebben we uitgenodigd Olivier Valentin de la CGSLB, Anne Léonard de la CSC, Chris Botterman van de Boerenbond en Claude van Ebelen de la Fédération Wallonne de l'Agriculture. Het tweede debat, dat wil ik al even meegeven, begint dan binnen een half uur, 40 minuutjes zeg maar. Daarin zal dan vertegenwoordigd zijn Unizo, de UCM, ABVV en CSC. En het derde debat zal dan starten rond 14:15 ongeveer met de FGTB, de ACLVB, VBO en Unisoc. Bon, mesdames et messieurs, soyez tous les bienvenus. We moeten de gemiddelde effectieve loopbaanduur verder verhogen door te werken zowel op de start van de loopbaan, tijdens de loopbaan als op het einde van de loopbaan. Dat alleen al om de werkzaamheidsgraad naar 80% te brengen, wat ook een doel is van deze regering. Quels sont selon vous les moyens que nous avons à notre disposition en ce moment ou dans le futur pour augmenter encore la durée effective de la carrière professionnelle et donc maintenir les travailleurs plus âgés au travail? Monsieur Valentin. Oui, alors la question est évidemment très large. Il faut tout d'abord considérer que les 80% doivent être vus comme une orientation à notre sens. Il ne faut pas parler d'une contrainte, il faut que ça soit quelque chose que l'on ait en perspective, mais qui ne soit pas un résultat en soi à atteindre, sinon ça sera relativement difficile à y parvenir. On a vu, je pense, lors des différents groupes de travail, lors des sessions qui ont eu lieu hier, un certain nombre d'éléments. C'est difficile de faire une synthèse de la synthèse, puisque c'était déjà synthétique avec énormément d'éléments. Moi, ce que j'aurais tendance à proposer, c'est d'essayer de se concentrer sur 3 éléments qui m'ont semblé transparaître, ressortir de l'ensemble des travaux, essentiellement des groupes de travail. C'est d'abord un thème sur la manière dont on peut anticiper la fin de carrière. Pour avoir une fin de carrière harmonieuse, il faut avoir une carrière harmonieuse. Les deux sont clairement liés. C'est apparu, je pense, de la part de quasiment tous les intervenants. Ça veut dire une gestion des risques, ça veut dire de tenir compte des éléments de santé, de mettre l'accent, et le groupe de travail sous la présidence de Mme Massard ce matin l'a souligné, faire en sorte que les travailleurs arrivent en bonne santé en fin de carrière, c'est un élément qui est central. La qualité des emplois, les conditions de travail, ça c'est, je dirais, un élément central qu'on voit croiser dans l'ensemble des discussions. Aussi les éléments en rapport avec la formation. La formation permet aussi tous ces éléments d'anticipation pour faire que si l'on veut avoir justement ces fins de carrière qui soient harmonieuses, que l'on ait justement des éléments qui font que la carrière soit elle-même harmonieuse. Et alors on se rend compte aussi qu'il va falloir qu'on a déjà énormément d'instruments, que ces instruments qui existent aujourd'hui, nombre de conventions collectives au sein du Conseil national du travail, et c'est bien de mettre en avant tout ce qu'on a eu l'occasion de faire au niveau du Conseil national du travail. Ces conventions ont le mérite d'exister. Ce matin, Rudy Delarue a souligné le fait que si on comparait par exemple avec les Pays-Bas, on se rend compte que la plupart des choses que les Pays-Bas veulent proposer aujourd'hui existent déjà chez nous. Donc ce sont des éléments positifs, mais c'est clair qu'on doit peut-être faire l'analyse de ces conventions ensemble, en
en partenaires sociaux et voir dans quelle mesure est-ce qu'on peut les améliorer. Et tout ça, ça nous amène évidemment à des solutions qui devront passer par le dialogue social. Alors, un élément parfois souligné aussi, c'est l'importance du dialogue social sectoriel. C'est sans doute le niveau dans lequel on a le plus d'adéquation entre les intérêts convergents d'un certain nombre d'entreprises et les demandes des travailleurs qu'on peut couvrir des grandes entreprises, des plus petites entreprises avec des préoccupations communes. Je pense qu'on aura l'occasion de revenir à peut-être des propositions concrètes, mais ça c'est, je dirais, une première approche. OK. Peut-être, Madame Léonard, qu'est-ce que vous retenez des conclusions des groupes thématiques de ce matin? Alors, je trouve que la plus grande convergence qui a émané des différents débats dans les groupes de travail, c'est qu'effectivement, une approche étroite des fins de carrière ne fonctionne pas. Et que donc tout le monde s'est accordé sur le fait qu'il faut avoir une approche globale avec une priorité sur la qualité de l'emploi, sur la formation, sur la prévention et la gestion des risques. Je crois que c'est l'élément réellement convergent de tous les groupes de travail et que nous souscrivons aussi. Il me semble, néanmoins, c'est qu'il y a deux balises importantes dès lors qui ont été oubliées ou moins accentuées. C'est que pour nous, effectivement, c'est important de pouvoir se dire que la carrière, la fin de carrière, c'est le résultat de la carrière. Mais donc, il faut se focaliser aussi quand même sur les fins de carrière. Or, les fins de carrière et pouvoir se dire qu'à partir de 55, 60, 65, il faut pouvoir mettre les travailleurs sur des trajectoires de fin de carrière. Concrètement, cela a été moins analysé et débattu dans ces groupes de travail. Et donc, ça mérite, je crois, à mon avis, d'avoir à nouveau un focus. Et puis, l'autre focus qui a été, à mon avis, oublié, c'est le démarrage sur le marché de l'emploi et les jeunes. Et la précarité, alors la précarité des emplois existe malheureusement pour toutes les catégories d'âge, mais pour les jeunes, essentiellement, c'est malheureusement la réalité du monde du travail quand ils démarrent. Ils connaissent une succession de contrats à durée déterminée, de contrats journaliers successifs pendant 2 ou 3 ans. Et ce n'est pas l'ambition que nous devons avoir pour des jeunes qui veulent ancrer leur marque sur le marché du travail. L'âge moyen des jeunes qui obtiennent un CDI en Belgique, il est de 27 ans. Avant, sans doute que soit ils n'ont pas la chance de rentrer sur le marché de l'emploi, soit ils cumulent des travails précaires. Et donc ça doit être, à mon avis, un élément important et qui a manqué dans les débats hier. Et je ne sous-estime pas, par ailleurs, le travail qui a été effectué dans les groupes de travail. C'est effectivement important de pouvoir travailler sur l'ensemble de la carrière. Voilà. OK, merci. Monsieur Botterman, quand on parle d'une prolongation effective de la carrière des travailleurs, est-ce que c'est un défi qui est plus important dans le secteur de l'agriculture que dans les autres secteurs? Bon, c'est un défi pour nous aussi, évidemment. Mais je pense que nous avons essayé de donner une réponse tant au début de la carrière qu'en fin de carrière et en milieu de carrière. Bien souvent, on parle d'inadéquation. On dit que dans certains secteurs, il y a beaucoup d'emplois vacants, mais ce ne sont pas toujours des métiers très lourds. Parfois, c'est du travail manuel très simple. Et même pour cela, on n'a pas suffisamment de candidats. Je pense qu'il y a des solutions dans certains secteurs, par exemple, en misant davantage sur l'apprentissage duel. Il y a des jeunes qui n'ont pas envie d'aller à l'école jusqu'à 18 ans. Ils pourraient acquérir de l'expérience à temps partiel dans une entreprise. Et bien souvent, ce sont
des jeunes qui deviennent des travailleurs par la suite dans l'entreprise. Donc c'est important au début de la carrière, on peut commencer rapidement et à ce moment-là, on est déjà sur la bonne voie pour le reste de la carrière. Deuxième élément, durant la carrière, il est extrêmement important de miser sur la formation. Ça a été mis en avant par les chiffres hier, hein. Le groupe au-dessus de 50-55 ans décroche au niveau de la formation. Bon, on a beaucoup de personnes non qualifiées qui sont actives dans nos entreprises, mais la formation, ce n'est pas toujours de la formation sur les bancs de l'école. Il faut davantage miser sur la formation axée sur la pratique. Parfois, même dans les entreprises, on le fait de plus en plus. Il y a de nouvelles techniques, de nouvelles machines que l'on explique dans les entreprises. Et les travailleurs plus âgés peuvent participer. Donc, c'est très important durant la carrière. Troisième élément, que peut-on faire pour prolonger la carrière effectivement en fin de parcours? Donc il faut commencer tôt, mais agir également en fin de parcours. Et donc là, il faudrait essayer de voir ce que l'on pourrait faire, par exemple, dans notre système. C'est plus difficile aujourd'hui, mais il faudrait que les gens puissent changer plus facilement d'emploi, qu'il y ait plus de mobilité professionnelle, que les gens puissent faire des travaux moins lourds dans un autre secteur, voire même devenir indépendants. Je pense qu'il y a des possibilités qui existent, et en fin de carrière, mais aussi de manière générale, hein, lorsqu'on veut modifier un contrat de travail et changer le contenu ou offrir à quelqu'un la possibilité de travailler dans notre secteur, c'est trop rigide. Il faudrait plus de souplesse dans l'intérêt du travailleur, mais aussi dans l'intérêt de l'employeur. Nous essayons de travailler là-dessus et on espère que ça se fait aussi dans d'autres secteurs, mais le système réglementaire pourrait être amélioré. Oui, en effet, hein, c'est quelque chose qui a été mis en avant par les groupes de travail. Il faudrait plus de mobilité entre les secteurs. Et vous le dites aussi, hein, dans notre secteur, il faudrait que ce soit possible. Est-ce que vous dites que vous essayez d'y travailler? Est-ce que vous pourriez donner un exemple concret? Oui, très concrètement. Par exemple, lorsqu'un travailleur dans le secteur de l'agriculture ou de l'horticulture n'est plus en mesure de tenir le coup, eh bien, nous avons un système de formation que l'on peut suivre pour se recycler et, par exemple, aller travailler dans l'alimentation. On peut suivre une formation même quand on s'en va, et on le fait aussi pour les demandeurs d'emploi. Donc c'est une sorte de réorientation qui est financée dans le secteur pour offrir un avenir à ces personnes. Je pense que c'est une des meilleures pratiques, ça, hein, tout à fait. Madame Van Hemelen, peut-être, quels sont pour vous les défis spécifiques pour le secteur de l'agriculture quand on parle de l'intégration de tous les travailleurs et de les maintenir sur le job aussi longtemps que possible? Mais disons que je pense qu'effectivement, l'objectif d'augmenter la carrière le plus longtemps possible, effectivement, c'est un but général, mais qui doit être décliné secteur par secteur, ça c'est bien sûr, et chaque secteur a des spécificités bien particulières. C'est notamment le cas dans les secteurs agricoles et horticoles. Voilà, ce sont des métiers qui sont assez durs physiquement pour un bon nombre d'entre eux. Pour certains autres, on a pu améliorer les choses. Donc voilà, chaque situation est assez particulière et je pense que toutes ces questions doivent être notamment réglées en partie par la concertation sectorielle. Ok. Monsieur Valentin, Madame Léonard, est-ce que vous souhaitez plus de possibilités en ce qui concerne crédit temps pour les travailleurs âgés? Donc, Notamment, par exemple, pour suivre des formations. Notamment. Donc, je crois qu'il faut pouvoir ancrer effectivement les crédits temps de fin de carrière comme perspective durable pour les travailleurs âgés. Je voudrais revenir aussi à un aspect qui a été abordé aussi, c'est pouvoir aussi mieux ancrer dans la réalité aussi des hommes et des femmes pour une meilleure combinaison vie professionnelle et vie familiale, les crédits temps aussi, ou congés thématiques. Je crois que c'est important aussi et que ça pourra avoir des effets positifs sur la carrière et sur la carrière des femmes
en particulier. Il y avait récemment des chercheurs chez Dulbea qui démontraient que le congé de paternité avait eu à terme des effets positifs sur la reprise du travail plus rapide des femmes et sur la diminution de des durées d'incapacité de travail dues au fait que les femmes sont encore celles qui, dans un ménage, prennent en charge une partie importante des charges familiales. Et donc pouvoir, dès le démarrage, mettre de bons dispositifs en place qui permettent aux hommes et aux femmes de prendre de bonnes habitudes, c'est important et ça permet aussi de créer un taux d'emploi positif pour l'émancipation des femmes sur le marché du travail. Donc des crédits temps ancrés, durables, donnant des perspectives à la fois sur les fins de carrière, mais également bien pensés pour les femmes et la meilleure combinaison vie privée et vie professionnelle. Madame Van Hemelen, vous êtes de la même idée? Oui, tout à fait. Oui? Oui, oui. OK. Oui, je pense que, disons que dans nos secteurs agricoles et horticoles, on a une majorité d'hommes qui travaillent, mais il y a quand même un certain nombre de femmes dans certains secteurs. On est à, je dirais, 1/3, 2/3 à peu près. Dans certains secteurs, beaucoup moins, parce que c'est vraiment des métiers extrêmement physiques et donc c'est plus rare d'avoir des femmes. Mais je pense qu'effectivement, tout ce qui peut aider les femmes à avoir une carrière plus harmonieuse est important. Ça m'étonne un petit peu que les employeurs soient partisans du crédit temps. Je pense qu'on devrait peut-être essayer d'assurer une autre mission à l'avenir. Ces derniers jours, on a parlé du fait que les femmes utilisent davantage ce système que les hommes et donc de ce fait, elles ne peuvent pas avoir une carrière aussi longue que leur partenaire, puisqu'elles assurent plus de tâches de soins, mais peut-être faudrait-il essayer de réexaminer ce système de crédit temps, essayer de le rationaliser, de le rendre plus efficace. Il y a beaucoup de choses qui ont été ajoutées au fil des ans, donc essayer de rationaliser tout cela et veiller aussi que toutes les tâches ne retombent pas sur les épaules d'un seul des deux partenaires. Il faut mieux répartir les choses et permettre un meilleur équilibre entre les carrières de l'un et de l'autre. Différents systèmes de soins ont été étendus aux hommes, le congé parental, et peut-être qu'à l'avenir, les systèmes qui restent doivent être rationalisés, mieux les distribuer pour veiller à ce que les carrières des femmes et des hommes puissent être aussi longues les unes que les autres à l'avenir. Je pense que c'est une mission qu'on devra essayer de prendre à bras-le-corps dans les prochaines années. Monsieur Valentin. Oui, par rapport au crédit temps, effectivement, en fin de carrière, c'est un des éléments, une des clés pour justement permettre aux travailleurs de rester un peu plus longtemps au travail. Ce qui est aussi frappant de remarquer, on parlait de la question du genre aussi par rapport à la prise de crédit temps en fin de carrière. On se rend compte que ce sont essentiellement des hommes qui prennent du crédit temps en 4/5e pour des conditions aussi, des conditions de carrière permettant d'accéder au crédit temps. Donc c'est aussi important d'avoir ce gender mainstreaming lorsqu'on éventuellement réévalue les conditions d'accès au crédit temps en fin de carrière, justement pour ne pas avoir un frein supplémentaire par rapport à des femmes souhaitant accéder aussi à ce crédit temps de fin de carrière, mais qui n'y arrivent pas en raison d'une carrière qui est un peu plus morcelée et qui ne leur permet pas justement d'avoir la condition de carrière pour pouvoir accéder au crédit temps. Et on parlait aussi du lien entre le crédit temps et la formation. C'est effectivement un élément important si l'on veut intégrer les questions en rapport avec la mobilité ou l'adaptation à partir d'un certain moment en termes de travail ou de souhait de se réorienter. C'est ici important d'augmenter le crédit temps pour motif de formation. Aujourd'hui, il est limité, je pense, à 36 mois dans cette hypothèse. Ça serait intéressant de l'aligner sur une durée de formation un peu plus longue pour pouvoir justement réorienter vers des formations plus complètes, donc de passer à 48 mois. Monsieur Botterman, on a parlé déjà. Vous trouvez qu'il est important d'utiliser les compétences acquises par les travailleurs âgés pour la formation des jeunes travailleurs, le coaching, le mentorship. Comment est-ce qu'on peut promouvoir cela?
Je pense que dans les entreprises, il est important que les travailleurs plus âgés qui ont de l'expérience puissent la partager et la transmettre à la nouvelle génération. Comment faire? Je pense que chacun doit essayer de voir comment on peut conserver plus longtemps les travailleurs plus âgés dans l'entreprise. Je pense que les entreprises qui ont déjà beaucoup de personnel le font déjà, hein. On essaye de dispenser les travailleurs plus âgés du travail manuel et on essaye de les désigner comme tuteurs des plus jeunes travailleurs. Ce que l'on observe aussi, c'est que pour les emplois plus techniques, l'information est transmise aux jeunes travailleurs. Je pense qu'il existe des possibilités, mais là aussi, le transfert de connaissances, ça peut se faire au sein de l'entreprise, mais c'est aussi important de le faire dans le cadre de systèmes de formation qu'il faut encore améliorer. Et je pense qu'on pourrait faire appel aux travailleurs pour cela. Certaines formations prévues ne doivent pas nécessairement être données par des externes. Les travailleurs plus âgés pourraient organiser des formations dans l'entreprise elle-même pour assurer le transfert de connaissances vers les plus jeunes. Pour vous donner un autre exemple, dans notre secteur, dans nos secteurs, on a essayé de maintenir le seuil très bas. Il y a beaucoup d'entreprises familiales, mais aussi des entreprises plus grandes. Et chez nous, les frais de l'entreprise sont intégralement remboursés. Donc, un employeur n'a pas d'intérêt à refuser la formation d'un travailleur parce que si le travailleur souhaite suivre la formation, eh bien, le coût salarial est remboursé à 100% à l'employeur. Et nous constatons que dans certains secteurs, on arrive à près de 30% des travailleurs par an qui participent à des formations. Et donc le transfert de connaissances constitue un élément important. Il y a de nouvelles techniques. Et je pense qu'il est important d'utiliser la connaissance des travailleurs plus âgés de manière formelle et informelle. Par exemple, un droit contraignant à 5 jours de formation par an par travailleur. C'est quelque chose qui devrait être possible pour vous. Pour moi, je ne suis pas pour les droits contraignants. Je pense qu'il faut aussi voir, il faut que ça puisse être organisé dans les petites entreprises et les moyennes entreprises. Lorsqu'il y a essentiellement du travail manuel, on peut se demander, bon, 5 jours, est-ce que c'est véritablement nécessaire? Je pense qu'il faut avoir une approche positive. Dans les entreprises et les secteurs, il faut essayer de développer une culture de la formation. Il faut que ce soit accepté. Il faut que la formation devienne quelque chose de normal. Il faut que ça puisse être suivi. Il faut que ce soit vu de manière positive. Et il faut aussi que, et c'est ce qu'on voit chez nous, on voit que dans nos secteurs, pour le groupe de plus de 50-55 ans, on voit que les gens préfèrent ne pas suivre de formation. Et nous, on dit non, ce sont de nouvelles techniques, c'est une question d'ergonomie, c'est du coaching pour les jeunes travailleurs. Quand on a plus de 55 ans, on peut aussi suivre cela, c'est tout à fait adapté à cet âge. Donc nous ne sommes pas vraiment pour un droit de 5 jours pour tout le monde, mais on veut simplement plus de formation et une culture dans laquelle la formation est acceptée. Donc plutôt au niveau global. Madame Van Hemelen. Oui, je suis tout à fait de ce même avis. Je pense qu'on fait beaucoup d'efforts dans le secteur justement pour inciter les entreprises à faire suivre des formations à leur personnel. Et le système fonctionne assez bien justement. Bon, c'est peut-être aussi une particularité de notre secteur où on a des périodes dans l'année qui sont moins actives. Et donc, ces périodes-là sont de préférence utilisées justement pour que le personnel puisse suivre des formations. Vous parlez justement de périodes moins actives. Comment faire en sorte que les formes atypiques de contrat, qui sont souvent utilisées aussi dans le secteur de l'agriculture, soient limitées au cas où elles sont vraiment nécessaires? Par exemple, les contrats à la journée n'offrent pas beaucoup de sécurité aux travailleurs, empêchent les investissements dans la formation. Comment éviter qu'elles soient utilisées où elles ne sont pas vraiment nécessaires, peut-être? Madame Van Hemelen. Il y a des gens qui disent, par exemple, je ne sais pas ce qu'en pense M. Valentin ou Madame Léonard, qu'il faut parler d'une augmentation des cotisations sociales pour ces contrats-là. C'est un sujet tout à fait particulier au secteur horticole, même plus qu'en agriculture. Okay. Donc voilà, il n'existe pas d'horticulture sans travail saisonnier, c'est impossible. Pour citer un chiffre, on a
plus de 60 000 saisonniers par an nécessaires en Belgique pour travailler en horticulture, et on a 12 000 travailleurs réguliers dans le secteur horticole. Vous voyez la différence. Et on ne sait pas remplacer Donc vous ces dites, saisonniers. si on utilise ces contrats-là, c'est parce qu'ils sont absolument nécessaires. C'est absolument nécessaire, c'est inhérent à l'activité horticole. Donc si on veut mettre trop de pression sur ce genre de contrat, ben on supprimera l'activité horticole dans notre pays. Bon, je ne pense vraiment pas que ce soit une Monsieur bonne chose. Valentin, Madame Léonard? J'ai juste une réflexion, et tu me compléteras certainement, Olivier. J'ai juste une réflexion parce qu'effectivement, ici, on montre qu'il y a finalement déjà beaucoup d'initiatives, beaucoup de choses qui se mettent en place dans les secteurs en matière de formation, en matière de prévention des risques. Et tout cela, c'est le résultat de la concertation sociale. Je crois que ça a été évoqué ce matin, de toute l'importance de la sécurité sociale, aussi au niveau sectoriel et au niveau des réalités de l'entreprise, tenant compte aussi de la taille des entreprises. On a parlé que les PME ont peut-être des besoins différents. Et donc, tant en termes de formation qu'en utilisation et gestion des contrats, je crois que dans un cadre qui est fixé, que les secteurs et que les entreprises, en concertation sociale avec les délégations, avec le comité prévention, sécurité, savent avancer très concrètement sur ces éléments-là, et qu'il faut laisser aussi la main sur la bonne gestion des partenaires sociaux de ces besoins spécifiques. Je voulais quand même revenir à un élément, et là je m'écarte finalement, mais c'est plus en lien avec votre question sur les cotisations sociales. Je crois qu'on ne doit pas se tromper non plus du cadre dans lequel nous sommes ici et que nous menons les débats. Nous menons les débats pour une augmentation du taux d'emploi. Mais évidemment, c'est pour avoir un effet retour sur la société, sur les recettes de l'État et sur le financement de la sécurité sociale. Et donc, ces dernières décennies, il y a eu énormément de contrats qui ont été partiellement ou complètement exonérés de cotisations sociales. Et si nous voulons réellement investir durablement dans des politiques ambitieuses sur le marché de l'emploi, je crois qu'il faudra avoir aussi entre nous cette discussion sur le financement de la sécurité sociale et sur le fait que l'on doive de nouveau remettre des contrats et des avantages qui financent cette sécurité sociale. Mais je crois qu'Olivier oui, c'est tout à fait d'accord avec le principe. Pour revenir sur l'élément de question, sur de dire, tiens, parce qu'on travaille sur la qualité d'emploi, on regarde les contrats, on voudrait qu'il y ait moins de contrats précaires, moins de contrats à durée déterminée, de temps partiel involontaire, de contrats de travail intérimaire, et pour permettre aussi de tenir compte de la réflexion de Madame par rapport au secteur horticole, nous avons une réflexion à propos de ce qu'on pourrait considérer comme étant des ratios sociaux. On pourrait avoir, et justement au niveau du secteur, avoir une base de comparaison, en quelque sorte une moyenne de référence qui serait établie au niveau du secteur, dans lequel on dit qu'est-ce qui est considéré comme normal pour pouvoir faire fonctionner l'activité comme volume de contrats de type précaire, hein, comme recours à l'intérimaire, comme au travail intérimaire, comme recours au contrat à durée déterminée. Et en fonction de ça, en fonction du comportement de l'entreprise individuellement au sein de ce secteur, d'avoir une variation en termes de cotisation sociale. Une entreprise qui clairement fait un effort par rapport au nombre de contrats précaires dans son entreprise en benchmarking avec le secteur pourrait se voir d'une certaine manière récompensée. Par contre, une entreprise qui ne fait pas d'efforts pourrait se voir, je n'aime pas le terme sanctionner, mais se voir imposer un peu plus un niveau un peu plus élevé de cotisation sociale. Ça permet de créer, enfin c'est l'idée, hein, au départ, c'est pas facile à mettre en œuvre, c'est clair, mais ça permet de créer une certaine... Ik ga meneer Botterman ook laten reageren, want dat lijkt me een systeem dat... Enfin, u mag zelf zeggen wat u daarvan vindt. Je voudrais
voudrais tout de même réagir. En effet, il ne faut pas penser, bon, on parle ici de contrats courts, de travail saisonnier, de travail des étudiants. Les entreprises n'utilisent pas cela par plaisir. Je vous donne un petit exemple pratique. Vous l'avez tous lu dans les médias. Les cueilleurs de fruits ont commencé samedi, donc le 5-6 septembre. Bon, la poire conférence, c'est la plus connue que l'on a dans cette région, et on peut cultiver ça que dans cette région. Et il faut pouvoir cueillir tout ça en 5 semaines. Donc on a des entreprises familiales avec 60 hectares, et tout ce qu'elles peuvent faire, c'est recourir à des travailleurs saisonniers. Il n'y a pas de travailleurs fixes. Il y a des plus grandes entreprises qui ont plus d'hectares, et là elles ont plus de travailleurs, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que le nombre de travailleurs dépend de la taille de l'entreprise. Autre élément que je voudrais citer, je suis tout à fait d'accord, la sécurité sociale doit être payable, c'est un débat important, mais il ne faut pas oublier non plus que dans certains secteurs, eh bien, il y a une augmentation des coûts pour les entreprises. Nous avons calculé les salaires. Au 1er janvier 2022, il y aura une indexation de 2,5%. Les carburants augmentent, l'énergie augmente, mais nos entreprises n'ont pas de main sur le prix des fruits. Ça, c'est déterminé au niveau européen. Maintenant, on va commencer les négociations fin de semaine, et donc il faut toujours tenir compte de cette tension. On le sait aussi, si on veut rester attrayant pour les travailleurs fixes, il faut suivre la même évolution que les autres secteurs, un deuxième pilier de pension, la formation, mais naturellement, ces coûts, etc., sont là. C'est pourquoi il faut toujours tenir compte des possibilités économiques. C'est la raison aussi pour laquelle le statut de ces travailleurs saisonniers est moins avantageux, mais c'est lié aux difficultés, parce que la formation des prix n'est pas déterminée par nos entreprises. Une autre question est comment promouvoir le recrutement de travailleurs plus âgés, en particulier victimes de restructuration. Dans ce cadre-là, Mme Krevits, la ministre de l'Emploi en Flandre, a proposé hier d'obliger les employeurs à faire une offre aux travailleurs pour une reconversion professionnelle lors d'une restructuration. Qu'est-ce que vous en pensez de cette idée, Mme Van Hemelen? Disons que, voilà, ici, c'est une proposition qui a été faite en Flandre. On n'a pas eu la même proposition. proposition. Oui, mais on peut en parler quand même dans le cadre de cette thématique. Disons que d'une manière générale, je ne suis pas toujours pour le fait d'obliger les choses. Nous avons beaucoup de... Comment dire? On fait beaucoup d'efforts au niveau justement du secteur pour faire des choses qui incitent plutôt les gens à aller dans une certaine direction plutôt que de mettre des choses voilà, obligatoires. Je voudrais simplement ajouter qu'on peut aussi l'envisager de manière positive. On a eu un débat parce que vous parlez de restructuration, mais de manière plus large. Lors d'un licenciement, on ne peut pas faire en sorte qu'une partie de la période qui est payée lors d'un licenciement, on ne peut pas l'utiliser pour réorienter quelqu'un. Une entreprise doit faire des assainissements, une entreprise doit peut-être licencier quelques travailleurs au lieu de le faire passer passivement et que les gens le subissent. On pourrait peut-être appliquer une approche positive et faire en sorte qu'une partie de cette période soit utilisée de manière active, car l'employeur doit quand même le payer. Utilisons cela alors pour guider les travailleurs vers un autre job, et comme cela, c'est utilisé de manière positive en offrant une possibilité aux travailleurs. Donc je pense que c'est une bonne idée. Madame Léonard, est-ce une bonne idée? Je trouve que cela dénote alors, parce qu'ici on est en plus sur le débat d'entreprises en restructuration, en difficulté, et cela dénote, à mon avis, d'un manque d'anticipation de la part du management. Pourquoi est-ce que... Si c'est le cas, est-ce une bonne idée d'obliger les gens d'utiliser une partie de leur indemnité de licenciement pour une formation? Et donc, pour moi, il y a un manque d'anticipation, très clairement. Il y a un manque d'anticipation. Il y a déjà des mesures qui existent et qui permettent de se réorienter. Il me semble qu'il faudrait d'abord les évaluer et qu'effectivement, on est de nouveau alors dans une logique d'activation, de répression, de se dire au moins on ne passe pas par la case chômage, plutôt que de stimuler pour pouvoir
anticipativement réorienter les travailleurs qui pourraient être impactés. Il y a deux éléments dans la question. Il y a le premier élément qui concerne effectivement, est-ce que dans une entreprise, lors d'une restructuration, on doit faire une proposition de fonction alternative. Je pense que c'est quelque chose qui, dans les restructurations qui se passent avec une concertation au niveau de la restructuration, c'est quelque chose qui est, à mon avis, systématiquement envisagé. On essaye de trouver des alternatives à l'intérieur de l'entreprise. Et comme Anne l'a souligné, je pense que celle-là, c'est vraiment important d'essayer au maximum d'anticiper. Si une entreprise, en termes stratégiques, sent qu'elle va rentrer dans une phase relativement difficile, si elle anticipe déjà un petit peu, à condition qu'elle puisse, évidemment, parce qu'on n'est pas maître de l'ensemble enfin, l'entreprise n'est pas maîtresse de l'ensemble du schéma, d'anticiper et de justement déjà peut-être former un certain nombre de travailleurs pour les réorienter vers d'autres éléments. La deuxième question, de savoir si on peut utiliser une partie de l'indemnité de rupture pour financer de la formation, je pense que ça n'est pas destiné à cet élément-là. L'indemnité de rupture, d'une certaine manière, est quelque chose qui doit compenser la rupture du contrat de travail. Donc c'est, à mon avis, deux choses qui sont différentes. Et la meilleure solution pour le travailleur n'est pas d'aller directement vers un autre job? Si, bien entendu. Il y a des éléments concrets. Par exemple, M. Botterman a fait référence au fait que le fonds sectoriel du secteur propose aux travailleurs licenciés un certain nombre de possibilités de réorientation. Ce n'est pas le seul secteur qui le propose. Il y a d'autres secteurs, comme je prendrai par exemple le secteur de l'alimentation, qui propose ça aussi systématiquement aux travailleurs licenciés, de pouvoir suivre une autre formation en termes de réorientation. Et le fonds sectoriel arrive au mieux à déterminer quelles sont les opportunités, quels sont les besoins au niveau du secteur et peut-être au-delà des secteurs. Donc c'était effectivement important de réorienter le plus rapidement possible vers un autre job, mais ce n'est pas de la responsabilité, enfin comment dire, ça ne doit pas être financé par la part qui normalement revient aux travailleurs. Juste quelques petites remarques. Ce n'est pas toujours vrai qu'une restructuration est la faute du management. Regardons Corona, c'était la force majeure pour tout le monde. Je pense qu'il y a toujours des problèmes à cause d'une situation difficile de l'économie. Regardons la transition de l'énergie. Il va y avoir un changement de carburant, par exemple, donc ce n'est pas toujours la faute du management. Deuxièmement, si ça vient de manière imprévue, ce n'est pas possible d'anticiper. Qui a pu prévoir la période de Corona? Personne. Et c'est quelque chose qu'il faut encore examiner à l'avenir. Mais si vous parlez d'une allocation de rupture, c'est le prix à payer parce qu'il y a une rupture de contrat, je pense qu'il est beaucoup plus important qu'à la fin de la période à laquelle fait référence cette allocation, que les travailleurs préfèrent avoir une conversion ou une réorientation au lieu de se trouver à la maison avec cette allocation, mais sans travail. Je pense que c'est une des possibilités. Voilà les trois remarques que j'ai voulu donner. Dernière question. On a reçu quelques conclusions ce matin des groupes de travail et quelques-unes étaient très congruentes. Je pense que les partenaires sociaux étaient d'accord sur le fait qu'il y avait une disponibilité de réfléchir ensemble à la réforme des congés ou des régimes de congés. Aussi une politique de prévention tout au long de la carrière pour éviter que les travailleurs décrochent. Sur quoi est-ce que les partenaires sociaux peuvent-ils s'engager ensemble? Y a-t-il de la place pour un accord majeur visant à augmenter le taux d'emploi des personnes de plus de 55 ans, Madame Van Hemelen? Mais je crois qu'augmenter le taux d'emploi est à mon avis, une priorité, un objectif de tous. Je ne vais pas me fixer sur les 80%, mais ça doit être pour moi une orientation de pouvoir augmenter le taux d'emploi, que ce soit des plus de 55 ans ou de manière générale. La manière dont on va le faire, les politiques que l'on va mener, que l'on va mettre en place, ça c'est du ressort effectivement des partenaires sociaux et on doit le faire de manière ambitieuse
ambitieuse, de manière innovatrice. Je vous entendais dire qu'il fallait pouvoir repenser les systèmes de congés, mais c'est repenser à partir de la réalité du marché du travail, à partir de la situation des travailleurs. Ce n'est pas repartir de ce qui existe et comment est-ce qu'on va remélanger tout ça et rebattre les cartes. C'est réellement partir de la réalité de notre ambition et de pouvoir repenser les choses tenant compte de cette perspective. Monsieur Valentin? Oui, dans le même sens, je pense que la clé sera d'abord faire, et je pense qu'on l'a parcouru ce matin aussi, enfin dans la synthèse des groupes de travail d'hier après-midi, de faire l'analyse des différents instruments juridiques dont on dispose. Nous avons énormément de conventions collectives interprofessionnelles, mais aussi sectorielles, qui sont en partie adaptées à justement voir comment est-ce qu'on peut contribuer à augmenter le taux d'emploi, comme Anne l'a souligné, pour l'ensemble de la carrière, pas exclusivement pour les 55+. Faire cette analyse et voir ensemble les partenaires sociaux, qu'est-ce qu'on peut apporter, améliorer comme élément en termes de convention collective. Je pense on a les clés au niveau interprofessionnel et au niveau sectoriel. Madame Van Hemelen? Oui, je dirais que pour pouvoir améliorer l'emploi dans notre secteur, une des choses importantes, c'est que les entreprises elles-mêmes se portent le mieux possible. Et donc voilà, ça dépend aussi dans les secteurs comme l'agriculture, l'horticulture, on dépend effectivement de tas d'autres conditions, notamment extérieures à la Belgique. Et donc tout ça doit faire en sorte que finalement les entreprises puissent continuer à vivre. Les employeurs doivent eux-mêmes pouvoir gagner leur vie correctement avant de pouvoir songer à encore développer l'emploi. Meneer Botterman. Je vais vous donner la parole finale, Monsieur Botterman. Est-ce qu'il y a un accord social ou est-ce que c'est possible d'avoir un accord social sur quelques aspects dont on a parlé aujourd'hui et hier? Moi, je ne sais pas voir ce qui va se passer à l'avenir, mais ce serait vraiment utile si on peut mener une négociation sur les thèmes abordés aujourd'hui et hier. Alors, je pense qu'il est très important que tous les aspects sur le fait que les personnes peuvent avoir une carrière aussi longue que possible, ce serait une bonne chose. On parle souvent aussi des problèmes des jeunes de moins de 25 ans, par exemple à Bruxelles, et on constate que des offres ne sont pas toujours visibles, donc il y a bien une disparité sur le marché du travail. Il faut pouvoir commencer au plus vite sa carrière. On a déjà parlé de formation, mais la prévention est également très importante. Et là, je fais appel au fait que la prévention doit prendre en compte la situation des PME parce qu'eux, ils ont besoin d'une autre approche. Et à la fin de la carrière, et même pendant la carrière, on doit voir si les personnes partent ou quittent le secteur. Il faut les accompagner au plus vite via l'activation par le biais de la révision des allocations, de licenciements, même par le biais des systèmes de congés. Mais il faut que j'ajoute le suivant. On a parlé de la rationalisation, la révision, mais peut-être il faut faire appel tous ensemble en tant que partenaires sociaux vers l'autorité, car tout ce qui existe, c'est le résultat d'une concertation. Mais à gauche et à droite, on voit que certaines initiatives ne sont pas ou ne suivent pas tout à fait ce qu'on a convenu. Donc, il faut garder l'équilibre. Et s'il y a des idées qui peuvent être des améliorations, ça doit passer d'abord via les partenaires sociaux pour garder cet équilibre. Les partenaires sociaux n'ont pas toujours les mêmes intérêts que le gouvernement. Non, c'est vrai, mais ça fonctionne beaucoup plus et beaucoup mieux que la politique. C'est une bonne conclusion de ce débat. Maintenant, on va prendre le temps de changer l'interlocuteur. On va nettoyer tout selon les mesures Covid. Monsieur Botterman a déjà parlé des PME et on va encore les aborder lors du débat suivant.
Donc les autres interlocuteurs vont venir prendre place ici.